Je m'en souviens comme si c'était hier. Un matin gris au bord du lac, à Annecy, je me suis réveillée et j'ai trouvé Jean-Marc debout dans l'encadrement de la porte, le regard clair mais perdu. Il m'a fixé longuement, puis il a demandé très calmement « Qui êtes-vous et que faites-vous chez moi ?» J'ai senti le sol se dérober, mais je me suis approchée sans brusquerie. « C'est moi, Claire. » Il a froncé les sourcils, a détourné les yeux vers la fenêtre, et la scène s'est terminée dans un silence épais. Ce fut la première fois qu'il m'oubliait vraiment. Et, cruel détail que le neurologue confirmera plus tard, la première personne effacée fut celle qu'il aimait le plus. Tout a commencé par de petites choses. Il posait ses clés dans le réfrigérateur, il mélangeait les prénoms, il préparait le café sans mettre d'eau. Moi, je mettais cela sur le compte de la fatigue. Puis il y eut cet épisode où il a claqué la porte et m'a laissé sur le palier parce qu'il me prenait pour une intruse. Pieds nus sur les dalles froides, j'ai attendu que la sécurité de la résidence nous ouvre. À l'intérieur, il me regardait comme on regarde une voisine de passage. Je me suis dit « D'accord, là ce n'est plus juste l'âge ». Notre médecin traitant a pris la chose au sérieux. Dossier en main, il nous a envoyés au service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Lyon. Les couloirs étaient calmes, presque trop propres. Le docteur Laurent Morel, un homme posé, nous a reçus sans précipitation. Test de mémoire, questions simples, visages à reconnaître, 3 mots à répéter plus tard, pomme, cahier, pont. Jean-Marc a souri, sûr de lui. 2 minutes plus tard, il n'en restait aucun. Le docteur Morel m'a regardé, puis il a regardé Jean-Marc. Sa voix était douce, droite. « Madame, monsieur, il s'agit de la maladie d'Alzheimer, à un stade très précoce. » Je me suis sentie partagée entre le refus et le soulagement étrange de mettre un nom sur ce que nous vivions. Le médecin a poursuivi, très clair. La mémoire ne s'efface pas dans un ordre logique. Parfois, la personne la plus proche est la première à disparaître. C'est brutal, je sais. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. J'ai hoché la tête sans réussir à répondre. Jean-Marc fixait la fenêtre, fasciné par un nuage. Nous sommes rentrés à Annecy avec une pile de documents. Conseils pour la maison, coordonnées d'une infirmière libérale, démarches auprès de l'assurance maladie, liste de choses simples à faire et à refaire. J'ai collé des étiquettes un peu partout. Plaçard, salle de bain, tiroir découvert. J'ai affiché une photo de nous deux à côté de la porte d'entrée avec la mention « Claire, ton épouse ». Cela m'a fait un pincement, mais il fallait être pratique. La vie demandait de la méthode. Les premiers jours ont été rudes. À table, il refusait les légumes comme un enfant. « Je n'aime pas cela », disait-il, alors que c'était son plat préféré. Parfois, il s'agaçait, envoyait la cuillère valser, puis s'asseyait devant les dessins animés, très calme, le regard accroché à l'écran. Je passais derrière lui, je ramassais, je soufflais un peu pour ne pas exploser, et je me répétais les mots du médecin. « Ce n'est pas contre toi. » Je me suis organisée. Une routine claire, sans fioriture. Réveil à la même heure, petit déjeuner simple, promenade au bord du lac, sieste courte, jeux de mémoire trouvés sur Internet, musique douce en fin de journée. Quand il se perdait dans l'appartement, je lui proposais une tâche nette, plier les torchons, trier les chaussettes par paire, arroser les plantes. Parfois cela fonctionnait, parfois non. Dans les bons moments, il riait à une blague toute simple et me disait « Merci, madame ». Dans les moments moins bons, il me demandait de partir de chez lui. Alors je respirais, je changeais de pièce, je revenais 5 minutes plus tard, comme si j'étais une visiteuse polie. Je n'ai pas voulu dramatiser devant Paul et Sophie. Je leur ai dit la vérité, mais sans pathos. Votre père va avoir besoin de nous, surtout de régularité. Ils ont proposé d'aider, chacun à sa manière. Le dimanche, Paul fait les courses lourdes. Sophie m'envoie des recettes faciles à adapter. Le petit Louis a dessiné un grand cœur avec nos prénoms. Je l'ai scotché sur le frigo. Cela m'a fait du bien. Un soir, alors que je rinçais une casserole, j'ai senti son regard planté dans mon dos. Je me suis tournée, prête à répéter pour la 100e fois qui j'étais. Il m'a dévisagé longuement, puis, d'une voix très simple, il a dit « Ta soupe sent bon, Claire ». Mon prénom, juste comme cela, posé au bon endroit. Rien de spectaculaire. Pourtant,
J'ai eu l'impression qu'une fenêtre s'ouvrait. J'ai servi 2 bols, nous avons mangé en silence. Dehors, le lac était noir comme de l'encre. Dedans, je me suis promis une chose. Pas de promesse impossible, mais de la constance, un jour après l'autre. Et, quand il m'oubliera de nouveau, je me présenterai de nouveau. Sans éclat, avec patience, comme on allume une petite lampe au début de la nuit. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Il y a des soirs où, pendant qu'il s'endort, je me surprends à regarder son visage et à chercher dans ses traits l'homme que j'ai connu autrefois. Ce n'est plus exactement le même, mais parfois, entre 2 respirations, je revois le jeune Jean-Marc d'il y a 40 ans. Il avait ce sourire tranquille, celui d'un homme sûr de lui mais pas arrogant, et une façon de froncer légèrement les sourcils quand il réfléchissait. C'est comme cela qu'il m'a séduite, sans le vouloir. Je l'ai rencontré dans notre petite ville, à Annecy, à la fin des années 70. À l'époque, j'aidais mon père à la librairie du quartier. Il venait souvent acheter des journaux économiques, toujours bien habillé, toujours pressé. Un jour, il m'a demandé où trouver un livre sur la création d'entreprise. J'ai rougi, j'ai bafouillé, et je lui ai tendu le mauvais ouvrage. Il a ri, m'a remercié, puis est revenu le lendemain. Ensuite, il revenait presque tous les jours, prétextant un nouveau besoin de lecture. Au bout d'un moment, je n'ai plus cru aux coïncidences. Nous avons commencé à nous voir en dehors de la librairie. Un café après la fermeture, une balade sur le pont des Amours, des conversations sur tout et rien. Moi, j'étais une fille simple, sans grand diplôme. Lui, il avait l'ambition dans le regard, l'envie de quitter la province pour travailler à Lyon. Malgré nos différences, tout semblait facile entre nous. Et puis, un été, tout a changé. C'était l'année où le programme de bénévolat universitaire avait envoyé des étudiants dans notre région pour des projets écologiques. Parmi eux, il y avait Hélène. Elle venait de Paris, avec ce ton assuré et cette allure élégante qui faisait tourner les têtes. Elle et Jean-Marc se sont très vite entendus. Ils parlaient le même langage, celui des études, des voyages, des projets ambitieux. Moi, je restais un peu à l'écart, essayant de comprendre leurs blagues que je ne comprenais qu'à moitié. Je me souviens d'un dimanche. Nous étions tous les 3 au bord du lac, avec quelques amis. Hélène racontait une histoire d'enfance, tout le monde riait, et Jean-Marc la regardait d'une façon que je n'avais jamais vue avant. Pas de désir, pas vraiment, plutôt une admiration sincère, presque tendre. Ce regard m'a piqué au cœur. Ce soir-là, en rentrant, j'ai eu envie de lui demander ce qu'il ressentait pour elle. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai eu peur d'entendre une réponse honnête. Les semaines suivantes, je l'ai vu s'éloigner doucement. Il rentrait plus tard, répondait vaguement à mes questions, parlait souvent d'Hélène sans même s'en rendre compte. Un soir, j'ai trouvé une lettre sur son bureau. L'enveloppe était déjà prête, adressée à Paris. Je ne voulais pas fouiller, mais quelque chose en moi a tremblé. J'ai lu quelques lignes. C'était une lettre d'adieu. Il écrivait à Hélène qu'elle avait bouleversé sa vie, qu'il ne savait plus où il en était, mais qu'il devait rester fidèle à ses choix. À moi. Je n'ai jamais parlé de cette lettre. Pas à lui, pas à personne. Je l'ai remise à sa place, comme si je ne l'avais jamais vue. Le lendemain, il m'a embrassé sur le front et m'a dit qu'il avait décidé d'accepter un poste à Lyon. Il m'a demandé si je voulais venir avec lui. J'ai dit oui, sans réfléchir. Peut-être par amour, peut-être par peur de le perdre. À Lyon, notre vie a pris un rythme différent. Jean-Marc travaillait beaucoup. Il rentrait souvent tard, sentant le café et le stress. Moi, je tenais la maison. Le soir, je l'écoutais parler de réunions, de clients, de projets. J'étais fière de lui. Mais parfois, entre 2 phrases, il glissait un prénom qui ne m'appartenait pas. Pas souvent, juste une fois ou 2, mais assez pour que cela me glace. Hélène aurait adoré ce restaurant, avait-il dit un jour, sans même s'en rendre compte. Il s'était repris aussitôt, confus. J'ai fait semblant de ne rien entendre. Les années ont passé, et ce souvenir est resté, quelque part dans un coin de ma tête. Parfois, en rangeant ses affaires, je tombais sur de vieilles photos de leurs années d'université. Ils étaient jeunes, beaux, le monde leur appartenait. Moi, j'étais déjà là, mais pas tout à fait à la même place qu'eux.
Aujourd'hui, quand je regarde Jean-Marc assis dans son fauteuil, les yeux perdus dans la télé, je me demande s'il pense encore à elle. Peut-être qu'au fond, il ne m'a jamais vraiment oublié, elle. Ou peut-être qu'il a tout oublié, nous deux compris. Je ne le saurai jamais. Mais depuis quelque temps, j'ai l'impression étrange qu'il me cache encore quelque chose. Un téléphone posé à l'envers, un regard fuyant quand je passe derrière lui, un ton nerveux au bout du fil. Rien de concret, juste une impression, comme une ombre légère sur la lumière du soir. Et cette fois, je ne veux plus fermer les yeux. Ce soir-là, tout semblait tranquille. Le dîner était terminé, la vaisselle rangée, et Jean-Marc regardait un vieux film à la télévision. Je me suis dit que c'était une soirée comme les autres, sans éclat, sans heurts. Pourtant, quelque chose dans l'air paraissait un peu différent, comme un silence trop lourd. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai senti que quelque chose se préparait. Je me suis levée pour me faire une tisane. L'eau chauffait doucement dans la bouilloire, et j'entendais au loin le vent frôler les volets du balcon. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il avait éteint la télévision. Il n'était plus dans le salon. Une fine lumière passait sous la porte-fenêtre. Je me suis approchée doucement, sans vraiment réfléchir, et j'ai vu sa silhouette dehors. Il tenait son téléphone contre l'oreille, debout face au lac, les épaules légèrement voûtées. Au début, je n'ai rien voulu entendre. Je ne voulais pas écouter une conversation qui ne m'était pas destinée. Mais sa voix était claire, plus assurée que d'habitude, sans la confusion qui accompagne souvent sa maladie. C'était le Jean-Marc d'avant, celui qui savait exactement ce qu'il voulait dire. « Oui, bien sûr, je sais, » disait-il, « mais elle ne cédera pas facilement. » Une pause, puis un léger rire nerveux. « Je veux qu'elle le dise la première, tu comprends ? Qu'elle demande le divorce. Comme ça, ce sera propre, sans histoire. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai d'abord cru mal comprendre. Peut-être parlait-il d'un client, d'un dossier. Mais son ton, son calme froid, ne laissait pas de doute. « Hélène a assez attendu, » ajouta-t-il. « Cela fait des années qu'elle vit seule, qu'elle espère. Je ne peux pas continuer à lui mentir. » Hélène. Ce prénom que je n'avais plus entendu depuis si longtemps. Je me suis figée, la main encore posée sur le rideau. Le bruit du vent couvrait à peine ma respiration. J'avais peur qu'il m'entende. Il a continué, plus bas. L'Alzheimer, ça a ses avantages. Les gens pardonnent tout à un malade. Ils ne soupçonnent rien. Mais je ne tiendrai pas éternellement ce rôle. Il faut qu'elle parte d'elle-même. J'ai senti mes jambes se dérober. Chaque mot frappait comme un coup sec. J'ai voulu reculer, mais j'ai fait bouger le rideau sans le vouloir. Il s'est retourné brusquement. Pendant un instant, nos regards se sont croisés à travers la vitre. Moi, figé, la gorge serrée. Lui, les yeux écarquillés, surpris, puis immédiatement fermés, impassible. Il a raccroché sans un mot et est rentré dans la pièce comme si de rien n'était. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il simplement en passant devant moi. Je n'ai pas répondu. Il a pris un verre d'eau, puis est monté dans la chambre. J'ai entendu le bruit régulier de ses pas sur l'escalier, puis le grincement du plancher. La bouilloire s'est mise à siffler, mais je n'ai pas bougé. J'étais là, les mains tremblantes, le regard perdu dans le vide. Tout d'un coup, j'ai eu besoin d'air. Je suis sortie sur le balcon, exactement à l'endroit où il se tenait. Le vent froid m'a fouetté le visage. En bas, les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, comme des éclats instables. J'ai senti quelque chose remonter dans ma poitrine. Une douleur sourde, profonde, qui n'avait rien à voir avec la colère. C'était la fin d'un long mensonge, et je venais de le comprendre. Je suis rentrée, j'ai voulu attraper la tasse sur la table, mais mes doigts n'ont pas obéi. Le verre a glissé, s'est brisé au sol. J'ai entendu le bruit du verre éclater, puis plus rien. Le sol s'est rapproché de mon visage, la pièce a tourné lentement, comme si quelqu'un avait éteint la lumière de l'intérieur. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. La lumière blanche du plafond m'a fait plisser les paupières. À côté de moi, Paul et Sophie chuchotaient. Jean-Marc était assis dans un coin, raide, les bras croisés. Il ne disait rien. « Maman, tu nous entends ?» demanda Sophie doucement. J'ai hoché la tête. Ma voix ne sortait pas. J'ai regardé Jean-Marc. Il a levé les yeux vers moi, sans émotion. « Tu t'es évanoui, dit-il simplement. Le docteur dit que c'est la fatigue. »
La fatigue. Oui, peut-être. Ou alors c'était le poids de 36 années qui venait de tomber d'un coup. Je me suis tournée vers la fenêtre. Dehors, le jour se levait sur les montagnes. Un ciel pâle, presque blanc. Je me suis dit qu'à partir de maintenant, plus rien ne serait pareil. J'allais devoir apprendre à respirer autrement. Les jours qui ont suivi l'hôpital se sont déroulés dans un étrange silence. Jean-Marc ne disait presque rien. Il faisait semblant de continuer sa routine. Café à 8 heures, promenade jusqu'à la boulangerie, sieste après le déjeuner. Mais tout sonnait faux. Je voyais dans ses gestes une tension nouvelle, comme s'il attendait que je prenne une décision à sa place. J'avais compris que l'histoire touchait à sa fin, mais je ne voulais pas d'une scène. Je voulais juste partir proprement, sans cri ni vengeance. Alors, j'ai commencé à ranger, un tiroir après l'autre. Je mettais mes affaires dans des cartons en silence, pendant qu'il faisait mine de lire le journal. Une semaine plus tard, il est venu s'asseoir en face de moi dans la cuisine. La table était couverte de papiers, de factures, de formulaires. Il a pris une grande respiration, comme s'il allait annoncer quelque chose d'important. « Claire, dit-il, je crois qu'il est temps que nous mettions tout cela au clair. Je n'ai pas bougé. » Il a continué, d'une voix neutre. « Je préfère qu'on fasse les choses calmement. Je vais demander à mon avocat de préparer un divorce à l'amiable. » Je me suis contenté d'un simple « Très bien, Jean-Marc, c'était tout. » Pas de larmes, pas de questions. Je n'allais pas lui offrir ce soulagement-là. J'avais passé trop d'années à tenir debout pour m'effondrer maintenant. Quelques jours plus tard, la sonnette a retenti. J'étais dans le salon, pliant du linge. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai vue. Hélène. Elle portait un manteau clair, ses cheveux bien relevés et ce parfum fort qui m'a ramené 20 ans en arrière. Son sourire était poli, presque gêné. « Bonjour Claire, dit-elle. Je ne voulais pas te déranger. Jean-Marc m'a dit que... Enfin, que vous aviez trouvé un accord. » J'ai pris une seconde pour respirer. Son ton était doux, presque professionnel, comme si elle venait négocier un contrat. « Entre, ai-je répondu calmement. Elle a hésité, puis a franchi la porte. Jean-Marc est descendu à ce moment-là, l'air surpris, mais pas coupable, comme si tout cela était naturel. « Vous vous connaissez déjà, dit-il d'une voix maladroite. J'ai eu envie de rire. Oui, on se connaissait. Depuis bien longtemps. Ils se sont installés dans le salon, comme un couple qui aurait quelque chose d'urgent à régler. Moi, je suis restée debout. « Je voulais te dire merci, dit Hélène, pour ton aide toutes ces années. Je sais que ce n'est pas facile. » Sa voix tremblait légèrement, mais pas assez pour être sincère. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'histoire ancienne. » Jean-Marc a baissé la tête. Peut-être de honte ou simplement d'inconfort. « Claire, reprit-il, Hélène va rester ici quelques jours, le temps qu'on s'organise. » Je n'ai pas répondu. Je me suis tournée vers la fenêtre. Le lac était calme, un peu gris. On aurait dit qu'il savait, lui aussi. J'ai pris ma valise que j'avais déjà préparée. Une petite, avec juste ce qu'il faut. Quelques vêtements, mes papiers et une photo de famille, la seule que je gardais encore. « Tu pars maintenant ?» demanda-t-il, comme s'il ne s'y attendait pas. « Oui, ai-je dit simplement. » Hélène a ouvert la bouche, peut-être pour dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas laissé le temps. « Vous n'avez pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Je ne vous en veux plus. Ce qui me restait à donner, je l'ai déjà donné. » J'ai traversé le couloir, lentement, sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu Jean-Marc murmurer mon prénom, une fois, juste une. Mais je n'ai pas répondu. Dehors, l'air était frais. Les montagnes au loin commençaient à s'éclaircir sous le soleil de fin d'hiver. Je me suis arrêtée une seconde pour respirer. Pas pour pleurer, non. Juste pour sentir que j'étais encore là, entière. En marchant vers la gare, je me suis rendu compte que je n'avais pas de plan. Pas d'endroit précis où aller. Mais pour la première fois depuis longtemps, cela ne me faisait pas peur. J'avais passé ma vie à tourner autour des autres. Maintenant, c'était à mon tour de choisir la direction. Quand le train a quitté Annecy, j'ai regardé une dernière fois les rives du lac.
Derrière les vitres, tout paraissait paisible, presque doux. Peut-être que la paix, c'est cela. Partir sans bruit, sans rancune, juste avec la certitude d'avoir fait tout ce qu'on pouvait. Les premiers mois après mon départ d'Annecy ont été les plus silencieux de ma vie. J'avais loué une petite chambre meublée à Lyon, dans un quartier tranquille, proche d'un marché et d'une boulangerie. Tout y était modeste. Un lit simple, une table en bois, 2 chaises dépareillées. Pourtant, je m'y sentais légère. Il n'y avait plus de tension dans l'air, plus de voix à surveiller, plus de pas lourds dans l'escalier. Juste moi et mes pensées. Au début, j'ai eu du mal à remplir mes journées. Le matin, je faisais de longues promenades au bord du Rhône, un café à la main. J'observais les gens pressés, les enfants en trottinette, les couples âgés qui se tenaient la main. Je me disais que je devais réapprendre à vivre dans un monde qui ne tournait plus autour de Jean-Marc. Un jour, au marché, j'ai croisé Camille. Elle vendait des fleurs séchées et chantait doucement derrière son stand. Je l'avais déjà aperçue plusieurs fois, mais cette fois, elle m'a interpellée. « Vous avez toujours ce même petit air sérieux, vous savez ? Vous devriez sourire plus souvent. » Sa franchise m'a fait rire. Nous avons discuté quelques minutes. Elle m'a proposé un café après la fermeture du marché, et c'est ainsi que notre amitié a commencé. Camille avait une énergie vive, un peu bohème. Elle vivait dans un petit appartement sous les toits, avec un chat paresseux nommé Nougat. Au bout de quelques semaines, elle m'a proposé de m'y installer le temps de me retrouver un peu. J'ai accepté, sans trop réfléchir. Sa présence m'a fait du bien. Elle parlait souvent de musique, d'art, de gens qu'elle rencontrait dans les bars où elle chantait. Moi, je l'écoutais, et peu à peu, je me suis mise à parler aussi. Un soir, alors qu'elle préparait du thé, elle m'a dit « Claire, tu devrais raconter ton histoire. Pas pour te plaindre, mais pour la partager. Tu as une façon calme de dire les choses, et les gens aiment ça. » J'ai haussé les épaules. « Raconter ? À qui ? » ?»« À tout le monde, répondit-elle. Sur Internet, par exemple. Au début, j'ai trouvé l'idée ridicule. Moi, une femme de plus de 60 ans, sur Internet. Mais Camille insistait. Elle m'a montré comment filmer une courte vidéo avec son téléphone. Elle m'a dit « Fais simple, parle comme si tu écrivais une lettre à une amie. » Quelques jours plus tard, j'ai enregistré ma première vidéo. Je me suis installée à la table de la cuisine, un foulard autour du cou, une tasse de café à la main. J'ai parlé de ma nouvelle vie, du calme retrouvé, du fait de devoir réapprendre à se connaître. J'ai appelé cela « les carnets de Claire ». Je ne m'attendais à rien, mais la vidéo a plu. Les commentaires sont arrivés doucement. Des femmes, surtout. Certaines disaient « On sent la paix dans votre voix ». D'autres partageaient leurs propres histoires, leur séparation, leur renaissance tardive. J'ai répondu à chacune, patiemment, avec la même douceur que j'aurais eue pour une amie. Encouragée, j'ai continué. J'ai parlé de recettes simples, de mes promenades au marché, de la solitude qui parfois pèse, mais aussi de la liberté qui vient avec. Camille m'aidait à monter les vidéos, à choisir la musique, à créer un petit logo. En quelques semaines, ma chaîne est devenue un petit rendez-vous régulier. Un matin, en ouvrant mon ordinateur, j'ai vu le compteur. 10 000 abonnés. Je suis restée figée. 10 000 personnes qui m'écoutaient parler de soupe de légumes et de promenades au bord du fleuve. J'ai éclaté de rire. Pas de fierté excessive, juste une joie simple, propre. Les messages se multipliaient. « Merci Claire, vous me rappelez ma mère. » Grâce à vous, j'ai repris confiance. Certains m'envoyaient même des recettes familiales à tester. Je découvrais un monde de partage, de bienveillance. Cela me donnait de l'élan. Peu à peu, j'ai recommencé à sortir. Camille m'a emmenée à ses concerts, dans de petits cafés où l'on écoutait de la guitare et des voix douces. Parfois, elle m'appelait sur scène pour lire un texte ou raconter une anecdote. Au début, j'étais intimidée, mais les gens écoutaient avec attention. Ils riaient, hochaient la tête. J'ai compris que, même sans grandes histoires, ma voix avait trouvé sa place. Un soir, après un concert, Camille m'a regardé avec un sourire malicieux. « Tu vois, je te l'avais dit, tu avais juste besoin d'un peu de lumière. » J'ai répondu en riant, ou peut-être d'un peu de courage. Aujourd'hui, ma vie tient dans des gestes simples. Écrire, cuisiner, filmer, marcher.
J'ai encore mes moments de nostalgie, mais ils ne me font plus mal. Quand je parle à ma caméra, je ne pense pas à ce que j'ai perdu, mais à ce que j'ai retrouvé. La liberté, parfois, ne se trouve pas dans les grands voyages ou les décisions spectaculaires. Elle commence juste là, dans une petite cuisine, avec une tasse de café et une voix qui recommence à se faire entendre. Les années ont passé sans que je m'en rende vraiment compte. Ma vie s'est remplie de choses simples. Mes vidéos, les fleurs de Camille, les messages de femmes que je ne connaissais pas mais qui parlaient comme des amis de longue date. Parfois, je relisais leurs mots avant de dormir. Cela me rassurait. J'avais enfin trouvé ma place, discrète, tranquille. Un matin d'automne, alors que je revenais du marché, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de nom, juste mon prénom, écrit d'une écriture que je connaissais trop bien. Celle de Paul. À l'intérieur, une lettre courte. « Maman, papa est très malade. Hélène est partie. Le docteur dit qu'il ne reconnaît plus personne. Peut-être qu'il serait apaisé si tu venais ?» Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre. Dehors, la pluie fine tombait sur les toits. J'ai lu la lettre 3 fois, sans bouger. Je savais que ce jour arriverait, mais je ne m'étais jamais vraiment préparée. Le soir même, j'ai appelé Paul. Sa voix était fatiguée, mais douce. « Il demande souvent ton prénom, dit-il. Parfois, il pense que tu es déjà là. D'autres fois, il ne se souvient même plus qu'il a été marié. Et Hélène, ai-je demandé, partie depuis 2 mois. Elle n'a pas supporté. J'ai fermé les yeux. Aucune colère. Juste une sorte de paix silencieuse. J'ai compris que la vie avait bouclé son cercle. Je viendrai, ai-je dit. Mais pas pour lui pardonner, pour moi. Quelques jours plus tard, je suis montée dans un train pour Annecy. Le même trajet que celui que j'avais pris pour partir, des années auparavant. Tout me semblait à la fois familier et étranger. Les paysages, les montagnes, le lac au loin. À la maison de repos, une infirmière m'a accueillie avec gentillesse. « Il a des jours avec et des jours sans », m'a-t-elle dit. Aujourd'hui, il semble plutôt calme. Quand j'ai poussé la porte de sa chambre, j'ai eu l'impression d'entrer dans une autre époque. Il était là, assis dans un fauteuil, les mains posées sur ses genoux. Son regard flottait dans le vide. J'ai dit doucement « Bonjour Jean-Marc, c'est Claire. » Il a tourné la tête lentement. Ses yeux se sont arrêtés sur moi, sans reconnaissance, puis un léger sourire a traversé son visage. « Claire, ma sœur ?» J'ai eu envie de rire et un peu de pleurer, mais je me suis retenue. « Non, pas ta sœur, juste quelqu'un qui est content de te voir. Je suis restée 1 heure. Il a parlé peu, parfois confusément. À un moment, il a pris ma main et l'a gardée longtemps. Pas comme un mari, pas comme un souvenir, mais comme un geste humain, simple. Je crois que c'est à cet instant que j'ai senti la fin arriver. Pas comme une déchirure, mais comme une fermeture douce, nécessaire. Avant de partir, j'ai laissé sur sa table une photo de nous deux, prise à Annecy, des décennies plus tôt. Nous étions jeunes, souriants, pleins d'avenir. Je ne savais pas s'il la reconnaîtrait, mais cela n'avait plus d'importance. Quand je suis sortie, l'air sentait la neige. J'ai marché jusqu'au lac, le même lac qui avait vu nos débuts, nos silences, nos séparations. J'ai respiré profondément. Tout était calme. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par Paul que Jean-Marc s'était éteint paisiblement dans son sommeil. Je l'ai remercié pour m'avoir prévenu, puis j'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Pas par dureté, mais parce que tout avait déjà été pleuré autrefois. Le lendemain, j'ai pris mon sac et j'ai décidé de partir voyager un peu. Camille m'a proposé de m'accompagner dans le sud, du côté de Marseille et d'Arles. Nous avons pris la route au printemps. La lumière y était différente, plus chaude, plus ouverte. Sur une terrasse à Cassis, face à la mer, je me suis surprise à sourire sans raison. J'ai pensé à la jeune fille de la librairie, à la femme du balcon, à la Claire d'aujourd'hui. Toutes ces versions de moi existaient encore, quelque part, mais elles ne se faisaient plus mal. J'ai pris mon carnet, celui que je remplissais depuis le début, et j'ai écrit « Il faut parfois tout perdre pour se retrouver entière. La mémoire s'efface, les visages changent, mais ce qu'on a appris à aimer vraiment ne disparaît jamais. » Le soleil descendait lentement sur la mer.
Camille est revenue avec 2 verres de vin et a levé le sien vers moi. « À quoi tu penses, Claire ?»« À rien de triste, » ai-je répondu, « juste à la vie et à ce qu'elle laisse derrière. » Elle a souri. Le vent portait une odeur de sel et de lavande. J'ai senti que c'était la paix, pas celle des livres, ni celle des promesses, mais la vraie, celle qui vient quand on n'attend plus rien, sinon le jour suivant. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.